Oumar Adéandjou, bonjour, vous êtes à ma droite comme Jésus à la droite du Père. Oui, pour une fois que je suis à droite, c'est bien de le signaler aussi. Bonjour Maury, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Hugues Hector Zogo. Hugues Hector Zogo qui fait son retour, un retour fracassant sur ce plateau. Hugues Hector Zogo, que cherchez-vous à ma gauche? J'ai préféré partager ces moments avec vous, tout en restant à la gauche, parce que je considère que la gauche aussi est prioritaire. Puisque Jésus est ressuscité, vous avez voulu changer de place et vous êtes passé à gauche au lieu de la droite comme habituel. La gauche c'est la position du cœur, vous savez. Peut-être que ça... voilà. Vous êtes dans une autre dimension. Je ne voudrais pas faire le débat du cœur. Le débat du cœur ce matin avec vous. En tout parce cas, que Hugues, il est de retour. C'est vous seul qui savez comment la nuit s'est passée pour parler du cœur ce matin sur ce plateau. On va partir pour les... On va partir pour les analyses, mesdames, messieurs. Merci de prendre du plaisir à notre compagnie. Oui. Alors, nous allons commencer par le premier sujet qui nous intéresse. Nous sommes vendredi, on quitte un peu le format constipation pour se relâcher un tout petit peu, voilà. Donc on va commencer par la santé mentale au travail, un sujet qui a retenu notre attention, dont le quotidien Le Grand Regard a parlé. Merci à Marcel Yedo qui l'affiche spontanément. Un facteur négligé et pourtant déterminant pour la productivité. Un professeur, je ne peux pas lire son nom de ma position. Professeur, vous qui avez les yeux, Prosper Gandaro, c'est bien ça, non? Gandaro, voilà, nous dit qu'il ne suffit pas de traiter la fièvre, il ne suffit pas de traiter d'autres maladies, mais aussi, il faut la santé mentale aussi, il faut soigner la santé mentale et que ce n'est pas un facteur à négliger. Pourtant, nous négligeons notre santé mentale. C'est déterminant, c'est un facteur déterminant pour la productivité. Qu'est-ce que cela vous inspire, Oumar Adéandjou? Non, écoutez, l'importance de la santé mentale au travail est essentiel pour, comme on appelle, pour les entreprises. Quand pour on la parle de la santé mentale, à quoi ça doit nous faire penser? Quand on dit santé mentale, ça doit nous faire penser à quoi? Oui, pour notre bien-être déjà, parce que le bien-être, ça part d'abord de la tête. Quand on est bien dans sa tête, on est plus confiant, on est plus productif, on est plus engagé, on a envie d'aller au boulot. Et ça met fin à beaucoup de choses également. Ça met fin tout de suite à l'absentéisme, puisqu'on est conscient de ce qu'on fait, on a envie d'aller au travail. Ça met fin également au présentéisme, parce que ça aussi, c'est un problème, le fait d'être présent et de ne rien faire tout le temps. Voilà, ça aussi, c'est un facteur qui est très grave. Donc, la santé mentale est essentielle pour la productivité d'une entreprise. Un homme qui est bien important. Non, c'est pas oui, ça peut jouer sur l'état d'âme. Quand vous n'êtes pas très bien, oui, ça peut jouer sur l'état d'âme. Mais ce n'est pas un état d'âme. Ça participe à l'état d'âme. Oui, ça participe à l'état d'âme. Ça peut dégrader votre état d'âme. Ou ça peut l'améliorer. Oui, ou ça peut l'améliorer. Donc, et les facteurs qui peuvent jouer sur la santé mentale, on les connaît tous. C'est forcément donc le cadre déjà dans lequel on vit, les relations que nous avons avec les personnes qui nous sont les plus proches, quel est ce que nous vivons au quotidien, quelles répercussions ça sur notre, comment on appelle, sur notre santé. La santé mentale, c'est essentiel. C'est vrai que chez nous, on n'en fait pas, c'est pas quelque chose de très pris au sérieux chez nous. Lorsque quelqu'un, par exemple, a un problème qui, pour nous, n'est pas forcément très grave. Quelqu'un, par exemple, qui perd sa petite amie, sa petite compagne avec qui il passe du temps, tout de suite, ça peut le faire sombrer dans la dépression. Il va commencer à se comment on appelle, à avoir des soucis. Ça va baisser forcément son rendement. Alors que chez nous, une déception amoureuse. Oui, la déception amoureuse, par exemple, c'est quelque chose de très grave. Il prenait n'importe quelle dame au bord de la voie, vous lui demandez, mais le garçon, il paraît qu'il y a des garçons, quand les femmes les quittent, ça leur fait un peu mal et tout ça. Et puis finalement, ils perdent goût même à la vie. Certains même vont jusqu'à même se suicider. La dame va dire, Edouard, il n'a rien à faire. Tu vois, chez nous, c'est pas, voilà, chez nous, c'est pas quelque chose qu'on prend vraiment très au sérieux. Alors que c'est très, très, très important dans le monde d'aujourd'hui pour la productivité de l'individu lui-même. Et également, c'est important également pour l'employeur parce que lui, il leur donne du boulot, mais s'ils ne sont pas très bien dans leur tête, ton boulot, ils vont le faire comme ils peuvent, croyant que peut-être ces personnes-là n'ont pas la compétence, alors qu'en réalité, ils ont toute la compétence pour faire le travail, mais malheureusement, ils ne sont pas confiants.
ils n'ont pas envie, tout simplement parce que dans le mental, c'est pas très fort. Le moral n'est pas au plus haut. Il est peut-être dépressif, il est peut-être, je ne sais pas moi, nostalgique de quelque chose, il a perdu quelque chose, il ne sait pas ce qui lui arrive. Donc, il n'est pas lui-même. Donc, la santé mentale, c'est essentiel selon moi. Et les spécialistes devraient donc de temps en temps sortir, monter au créneau, comme je crois le docteur Gandao qui a parlé, le professeur Gandao qui a parlé là. Il faut de temps en temps monter au créneau, pourquoi pas organiser des conférences, des séances d'échange avec les populations pour leur démontrer l'importance de tout cela. J'ai parlé tout tantôt des entreprises, il n'y a pas que les entreprises, même dans la maison. Que si votre conjoint sur le plan mental n'est pas très bien, soyez sûr que cela aura des répercussions sur vous-même également. Voilà, donc les enfants, tout ça, donc il peut commencer à battre les enfants, elle peut commencer à se comporter très mal, ne pas faire les choses comme cela se doit, et finalement ça va conduire à quoi? Ça va conduire à la dislocation finalement de votre foyer. Donc ce que moi je propose, c'est que chacun fasse attention, écoute son corps, fasse attention à comment est-ce qu'il est. S'il y a un souci, il faut monter au créneau. Il y a des spécialistes pour régler ces genres de problèmes. Il y a des médicaments qui vont avec. Il y a également comment on appelle, des thérapies qui ne sont pas forcément comment on appelle, des comprimés ou je ne sais pas moi, des piqûres, mais il y a des thérapies qui vont avec. Donc il y a des gens qui en sont des spécialistes que de temps en temps, on monte au créneau, on explique aux populations. Le monde a changé. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas tout ce qu'on a comme cortège de responsabilités aujourd'hui. Le monde évolue, la société avec. Avant, on allait peut-être simplement au marché, on revient, on mange, on dort, on s'occupe des enfants. Mais aujourd'hui, il y a tout un tas de problèmes. Quand vous prenez un individu comme moi, par exemple, tu dois payer les impôts. Quand tu as une facture à émettre, tu dois donner la part de l'État dans ta facture. Finalement, tu te demandes combien il te reste. Tu as la scolarité des enfants à payer, tu as le loyer, tu as le courant, tu as l'eau. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent agir. Il y a les relations que nous avons aussi avec les collègues. Tu rencontres des gens qui peut-être a mal dormi, il revient sur toi comme ça avec tout ça, toute sa négativité, et toi tu prends, voilà, donc sa mauvaise humeur, tu prends tout ça, et si tu ne fais pas attention, ça va agir également sur ton moral. Et c'est là où on dit la santé mentale, c'est important. Aujourd'hui, en tout cas, tout le monde doit prendre cela très au sérieux. Ce n'est plus une affaire de blanc, parce que quand on parle souvent de santé mentale, on a tendance à regarder, c'est les Européens, c'est eux, c'est leur problème là-bas. Nous, on n'a pas ce problème-là. Une femme me quitte, il y a 10 ans encore, je vais prendre, ou bien j'ai tel problème, ça c'est rien du tout. Dès l'instant où c'est pas physique, c'est pas comment on dit ça, la somatique, ou bien c'est pas moi, c'est pas lié au corps directement. Tout de suite, on se dit non, que c'est pas important, alors que c'est aussi important que la santé physique. Alors, Hugues Hector Zogo, vous avez suivi avec attention Ouma Adeyanju. Je vais vous laisser la parole. Le quotidien dit que c'est un élément que l'on néglige. Est-ce que les employeurs devraient négliger la santé mentale? C'est important ce que vous dites. Vous posez la question de savoir est-ce que les employeurs devraient négliger la santé mentale. Je vais partir, moi, d'abord de la définition. Allez-y. Ce que c'est que la santé mentale. C'est quoi la santé mentale? Nous intéresser d'abord à celui qui est employé, avant de pouvoir parler maintenant de la mission fondamentale des employeurs. Parce que si on parle tout de suite des employeurs, ça va donner l'impression que c'est en réalité les employeurs qui doivent à eux seuls travailler à la santé mentale, alors que ce n'est pas forcément le cas. Bon, comme je pose la question parce que les employeurs exigent un rendement. Vous voyez? Oui, les employeurs exigent un rendement. Donc, pour qu'il y ait un rendement, pour qu'il y ait un rendement, si le quotidien parle de santé mentale, un côté négligé, alors que cela participe à la productivité, ça veut dire que ceux qui veulent la productivité ont leur responsabilité. Mais en retour aussi, n'oubliez pas que le service que vous offrez, l'employeur vous permet d'avoir un retour financier. Oui, un retour financier qui ne peut pas tout régler puisque je dois avoir des droits. On va avancer dans le débat. D'accord, on va avancer. Alors, je voudrais quand même signifier que la santé mentale, pour parler de la définition, c'est l'état de bien-être émotionnel, psychologique et social d'une personne. Et donc, cette santé mentale-là influence la façon dont une personne pense, ressent, agit et interagit avec les autres. Et donc, par conséquent, quand on a une bonne santé mentale,
ça nous permet quand même de faire face inéluctablement aux problèmes inhérents de la vie, en l'occurrence le stress, puisque c'est le stress qui domine la société de plus en plus. Le stress. Et quand je vais revenir donc à votre question, je vais dire qu'en termes de santé mentale, il faut que chaque individu puisse travailler en réalité à s'accepter et accepter l'environnement dans lequel il se retrouve. Parce que tout part de là. Tout est une question d'environnement. Si vous n'arrivez pas à vous accepter, si vous n'êtes pas en mesure de comprendre que, à la date d'aujourd'hui, par exemple, il vous manque de moyens financiers et que ça ne doit pas être un frein pour votre évolution au niveau de la société, mais parce que vous manquez de l'argent, vous commencez par vous mettre une certaine pression. Ah, je n'en ai pas. Comment je vais faire? Et dès que les autres viennent à vous, vous devenez toute une autre personne. Vous ne pouvez plus les accueillir avec votre sourire, vous leur parlez mal. Un mot simple avec lequel on s'amusait avec vous entre-temps, ce mot devient très agaçant pour vous. Et la réplique, on dit, dès qu'il y a une action, il y a une réaction. Votre réplique fait que l'autre aussi se retrouve dans un autre état qui, malheureusement, ne lui permettra pas de se sentir dans de meilleures conditions au cours de cette journée-là. Et donc, quand il y a problème, je considère qu'il faut cette maîtrise de soi qui nous permet d'accepter la situation du moment et de nous dire ce qui se passe là, c'est propre à notre histoire. Et quitte à trouver des solutions pour pouvoir améliorer la situation. Mais si vous mettez, vous prenez les problèmes tout comme si ces problèmes-là ne peuvent jamais avoir de solution, vous allez vous mettre une certaine pression inutile, vous allez agacer votre environnement et par finir, tout le monde va vous fuir. Chacun vient vers vous, se dit, oh, vous allez vers lui tout de suite, il va mal vous parler. Et ça constitue déjà un problème pour vous au sein de la société. Donc pour moi, la question de la santé mentale, c'est d'abord un enjeu personnel. Parce que même au sein de votre famille, quand vous n'arrivez pas à vous maîtriser, quand vous avez des difficultés qui sont au rendez-vous, et vous deviez devenir peut-être le père de famille qui ne fait que crier sur tout le monde, parce qu'il y a un problème, vous rendez votre corps malade, vous rendez vos enfants soucieux, vous rendez votre épouse soucieuse. Et je rends l'environnement, invivable. Donc du coup, il n'y a plus de la bonne humeur, il n'y a plus de la bonne ambiance. Et ça, c'est juste parce que vous avez un petit souci. Mais jusqu'à quand ça va s'arrêter? Est-ce qu'à dire que toutes les fois où vous avez un petit souci, ça doit rejaillir forcément sur la vie des autres? Est-ce qu'il y aura forcément cet impact négatif-là sur les autres? Donc pour moi, c'est une question personnelle sur laquelle il faut essentiellement travailler. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des problèmes qui nous dépassent. Vous avez parlé, je crois que c'est Oumar qui en a fait cas tout à l'heure, une déception amoureuse. Oui, vous pouvez aimer un être au point où la manière dont la personne vous a quitté vous est tellement affecté. Et seul, vous ne pouvez pas arriver à gérer. Donc, il faut peut-être des personnes, des psychologues, il faut peut-être dans votre environnement immédiat des gens plus avisés, capables de vous donner des conseils, de vous dire non, c'est vrai, c'est des choses qui peuvent arriver, mais essayez de relativiser, ainsi de suite. Le fait que vous ayez la possibilité d'en parler, que quelqu'un d'autre vous écoute, c'est déjà une issue de guérison. Donc pour moi, tout part de l'individu qui se retrouve en face de la situation. C'est une question. Oui. Tout part de l'individu qui se retrouve en face de la situation. Oui. Cet individu qui est votre employé, c'est ça. Il y a des facteurs, des éléments qui constituent des facteurs extérieurs qui peuvent l'influencer et entamer sa santé mentale. Et il va venir, vous, dans votre entreprise, et ça va l'influencer et il ne va pas donner une bonne productivité. Ça dit que il ne va pas être productif. Il ne sera pas productif. D'accord. Que doit faire alors l'employeur
pour donc permettre à l'employé, sans connaître ces éléments qui sont des facteurs extérieurs qui influencent la productivité afin de le maintenir dans un environnement où il doit donner toujours un bon rendement. Est-ce que vous avez compris? Quand vous regardez, je vais dire, les différentes entreprises, vous aviez deux départements très importants. Il y a le département, par exemple, des ressources humaines, et vous avez le département de la psychologie. Donc, il y a des entreprises qui ont des psychologues. Exactement. Il y a des psychologues de travail. D'accord. Et pour la plupart du temps, quand il n'y a pas ce département qui est installé, c'est le département des ressources humaines qui essaye de jouer ce rôle-là. C'est vrai que ce n'est pas son rôle. C'est pas le rôle. Bon, il peut être psychologue aussi. Hein. Je peux faire les deux études. Il a les ressources humaines en charge. Il peut faire très attention peut-être à leur productivité, à comment est-ce qu'ils viennent au boulot, comment est-ce qu'ils sont réguliers au boulot, tout ça. Mais il n'est pas censé être celui qui va régler les problèmes. Il y a des gens qui sont très spécialisés pour régler ces problèmes-là. Mais de manière très générale, qui vous observent et qui disent, voilà, de manière très générale, moi je pense que ce soit les employeurs, que ce soit ces départements dont parle Hector, l'élément principal aujourd'hui qu'on doit prendre en compte, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il y a un gros stress, il y a beaucoup de stress. Et le stress est la base finalement de tout ce qu'il y a comme problème sur le plan mental. Donc une fois qu'on a repéré cela, il faut faire attention à est-ce que ce monsieur-là, on ne lui met pas trop de pression, de sorte à créer celui du stress. Il faut gérer comment est-ce qu'on donne, comment on appelle, des charges à quelqu'un dans un travail. Quel est le travail qu'on lui demande de faire? Est-ce qu'il est habilité à le faire? Est-ce qu'il a été formé pour ça? Ou bien c'est nous qui le lui avons appris et maintenant on le charge un peu trop? Est-ce qu'il y a suffisamment de personnes autour de cette personne-là pour l'aider à faire ce travail-là? Parce que vous savez, par exemple, je prends un exemple, chez nous, c'est le seul que nous connaissons, nous sommes des journalistes, tu dois venir présenter, par exemple. Si tu n'as pas, par exemple, comment on appelle, de chef d'édition, tu n'as pas quelqu'un qui est avec toi à la régie pour jouer le rôle entre, c'est-à-dire pour faire la connexion entre toi et le réalisateur, c'est vrai qu'on se voit, on se parle au micro, mais quelquefois aussi, il faut peut-être se déplacer pour aller lui indiquer il y a tel élément dans tel endroit. Si lui n'arrive pas à le trouver, il faudrait qu'il y ait quelqu'un, par exemple, pour jouer ce rôle-là. Si toute la journée, tu dois être obligé de jouer tout ce rôle-là et le soir te retrouver, donc, vous voyez le stress que tout ce travail-là a créé déjà, tu prends tout ça, tu vas te mettre devant les téléspectateurs avec... Tu dois encore te calmer, essayer d'être conforme à ce que donc, le téléspectateur lui aussi attend à la maison. Donc il y a beaucoup d'éléments qui comptent. Donc le stress, c'est l'élément premier que les employeurs et peut-être même nous aussi qui sommes employés, faire très attention. C'est quoi? Comment est-ce que je me sens en ce moment? Est-ce que je ne travaille pas un peu trop? Est-ce qu'il n'y a pas trop de charges? Est-ce que voilà, et pouvoir s'exprimer aussi, c'est important, au-delà de tous ces secteurs-là. Parce que je comprends quand Hector dit il y a des secteurs qui sont habilités à faire ci, mais chez nous, ces entreprises-là sont organisées comment? Il faut se dire la vérité, surtout dans le secteur privé. Chacun se débrouille comme il peut pour créer son entreprise. Et déjà, c'est déjà louable même qu'il crée ces entreprises-là, parce que trouver du travail aujourd'hui, donner du travail à un jeune aujourd'hui, c'est comme lui rendre un gros service. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc finalement, on ne peut pas trop se plaindre parce qu'ils n'ont pas tous les départements au complet, mais au moins on peut déjà tirer la sonnette d'alarme quand on voit qu'il y a un individu sur lequel on met trop de pression, il est un peu trop stressé, il a un peu trop de travail, il travaille de 8 à 22, c'est déjà un problème, il faut faire très attention, c'est tout. Encore quelques minutes sur le sujet, d'accord? Oui, c'est un sujet assez délicat, la question de la santé mentale. Et ma préoccupation? Oui, pour revenir à votre préoccupation, je parlais de deux départements. Je parlais de la psychologie et je parlais des ressources humaines. Oui. Généralement, vous allez constater que chez nous, en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas suffisamment de structures qui installent le département de psychologie. Toutefois, il y a un médecin de travail qui est là et dès que peut-être la direction des ressources humaines commence par l'alerte. Voilà, exactement, c'est le mot juste. Dès que la direction des ressources humaines donne l'alerte, le médecin de travail, dans la chaîne, essaye de faire appel peut-être à un psychologue extérieur que la structure paye pour pouvoir suivre... Un psychologue honoraire. Voilà, un psychologue honoraire pour pouvoir suivre cet employé-là. Il faut dire aussi qu'il y a une autre pratique dans certaines entreprises. C'est là où la question de la direction des ressources humaines est très, très importante. Parfois, en fin d'année, il y a une évaluation qui se fait.
et on vous attribue des notes. On peut vous dire qu'au cours de cette année-ci, vous aviez eu la note de 2 sur 5. Suivi-évaluation. Suivi-évaluation. L'employé à qui on a donné cette note de 2 sur 5, au lieu de se remettre en cause, ou au lieu d'accepter cette note-là, pense que le directeur des ressources humaines lui en veut. Oui. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Lui, pour évaluer et permettre... Il y a des critères. Il y a des critères. Donc, ces critères-là ont permis d'arriver à ce résultat. Mais ce résultat, c'est des indices qui permettent à la direction des ressources humaines de se dire, attention, ce monsieur-là, quand il est venu dans cette boîte, ce n'est pas le rendement qu'il donnait au départ. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et à partir de ce moment, la direction des ressources humaines commence par le suivre. On commence par regarder, est-ce qu'il est trop absent? Qu'est-ce qui pourrait justifier ces absences répétées? Ainsi de suite. Donc, je voudrais dire par là que, en tant qu'employé, nous devons aussi faire très attention dans nos relations avec la direction des ressources humaines. Parce que dès qu'on nous attribue peut-être une note et on trouve que cette note-là pouvait nous exposer à la direction générale, on veut tout de suite dire, oui, c'est parce qu'il m'en veut, là, la direction des ressources humaines, qu'ils m'ont attribué cette note-là, sinon cette note-là n'est pas la mienne, ainsi de suite. Alors que cette note-là pourrait aider à pouvoir corriger votre santé mentale. Voyez-vous. Donc ça, c'est un facteur important. L'autre facteur déterminant aussi sur lequel je voulais revenir, pour finir sur le sujet, c'est qu'au niveau de nos différentes entreprises, au moins dans une année, à défaut d'avoir le département de psychologie qui est installé au cœur de la boîte, qu'on puisse faire au moins appel à un psychologue qui puisse écouter le personnel. Parce que vous savez, la question de la santé mentale chez nous en Afrique... Pour leur demander ce qui constitue des angoisses. Des angoisses, c'est-à-dire le simple fait que la personne sache qu'il a en face de lui un spécialiste de santé, il a la possibilité de se vider. Parce que, attention, le danger parfois, c'est que dès qu'on vous dit que vous avez un problème de santé mentale, vous pensez à l'expression « je suis fou ». Qui est très mal apprécié dans notre sociologie. Vous voyez un peu. Donc, il faut forcément le psychologue pour permettre à cet employé-là de comprendre qu'en réalité, ce qu'il vit, ce n'est pas de la folie, mais qu'il a un problème normal et qu'on peut en réalité l'aider à régler avec le temps et avec les mots appropriés. Quelqu'un d'autre qui n'a pas fait ces études-là ne peut pas l'aider à pouvoir résoudre le problème. Bien au contraire, on va le révolter. Et il verra sa direction générale peut-être de mauvais œil. Il dira, oui, on m'a traité de fou. On trouve que je suis fou. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. On a juste constaté que ton rendement n'est plus meilleur. Il n'y a plus de la productivité. Et je veux juste ajouter un petit mot aussi, c'est possible. Et t'aider à revenir dans de meilleures conditions parce qu'on connaît en fait tes compétences, on sait qui tu étais. Vous savez, chaque employé a sa façon sa façon d'évaluer? Non, de recevoir les choses. C'est vrai. Ce n'est pas de l'argent forcément chaque individu a sa qui peut encourager quelqu'un. Exactement. Mais vous savez, ce qui est important pour certains que les employés ne savent pas, il y a des employés, ce n'est pas l'argent, mais quand ils font bien, il faut les encourager. C'est le fait de leur dire vraiment ça, c'est bien, continue comme ça. C'est important pour eux, pour les galvaniser encore plus. C'est là où quelquefois je dis aussi aux jeunes qui se jettent tous, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat, non, je veux travailler, moi je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Mais est-ce que tu as les capacités managériales? C'est des capacités aussi, c'est des compétences aussi qui comptent. On ne gère pas une entreprise comme ça, on ne se lève pas pour dire non, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Il y a des gens qui sont voués à être de très bons directeurs, qu'on va solliciter, à qui on va acheter des voitures, à qui on va tout donner pour ne
faudrait pas qu'il quitte l'entreprise. Donc tout le monde n'est pas appelé à devenir entrepreneur, à devenir chef d'entreprise. Ça, c'est un premier élément par rapport à votre question. L'autre chose que vous m'avez dit par rapport à la santé mentale, c'est qu'on a un monde aujourd'hui qui s'individualise de plus en plus. On devient de plus en plus individualiste. Et on perd notre bonne vieille solidarité. Et quand on pèse là dans une entreprise, c'est fini. C'est vrai, ce que toi a décrit, ça c'est l'idéal, c'est ce qu'on peut avoir. Mais comme une entreprise aujourd'hui ont les moyens de s'offrir un psychologue qui sera là en train de parler avec les gens, qui a même ce temps, enfin, nous sommes en Afrique, il faut se dire clairement la vérité, qui a ce temps-là? Ce qu'on a l'habitude de faire, la solution que nos parents avaient trouvée, c'est cette solidarité-là. Être proche de l'autre. Ah, mais ce matin, qu'est-ce que tu as? Ah, c'est quoi, Maury, ta voiture? Je n'étais pas avec ta voiture, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est le pneu. Voilà, et tu tout de sens suite. Que quelqu'un partage et tout de suite, il arrive à déverser tout ça, à se dévoiler, à baisser la pression. Oui, j'ai eu une grosse crevaison, mais en ce moment, vraiment, le pneu avant déjà avait un problème, l'autre aussi. Donc, finalement, j'ai préféré garer. Et l'autre va dire, mais c'est quoi tu trouves comme solution finalement? Et le lendemain encore, il est là. Mon vulgarisateur, on va voir s'il peut te trouver une solution. Donc cette bonne vieille solidarité, il ne faut pas la perdre. C'est notre particularité en Afrique. Bon, on a perdu. Non, mais non, espérons qu'on va pas la perdre. Espérons qu'on va la perdre. Parce que moi, je pense que c'est essentiel. C'est pourquoi, par exemple, chez nous, quand vous dites, c'est ça Hector a dit, quand on dit généralement quelqu'un a un problème de santé mentale, il a une dépression, on pense tout de suite à la folie parce que nous, on ne connaissait pas ça. On arrive à se parler, on arrive à s'écouter, on arrive à être tout le temps ensemble, à s'entourer, à être solidaire. Voilà. Une personne qui est bien entourée, l'individu, l'humain n'est pas appelé à vivre seul. L'humain ne peut pas vivre seul. L'une des caractéristiques de l'humain, c'est la vie en société. La famille déjà, c'est le socle. Donc, dès l'instant où il est seul, soyez sûr que sur le plan mental, à la longue, ça va avoir des répercussions sur ça. Hector, est-ce que les encouragements, les félicitations ne participent pas au bien-être de la santé mentale des employés? Non, mais c'est la chose qu'un employé peut se souhaiter le mieux. Le simple fait de lire, par exemple, d'un responsable hiérarchique, que ce résultat que vous aviez produit a permis à l'entreprise de gagner en termes de notoriété. Et que ce soit vous qui vous êtes retrouvé à la base de ce résultat-là, c'est d'abord une marque de confiance. Et cette marque de confiance, on dit souvent que la confiance se mérite. Et vous, quand vous entendez ça, vous vous dites, attention, il faut que je puisse maintenir ce cap-là. Il faut que je puisse épater davantage. Exactement. Donc ces deux petits mots qui n'ont peut-être pas assez de sens pour certaines personnes. Ça a beaucoup de sens. Mais pour la personne qui reçoit, c'est énorme. C'est comme vous l'aviez dit, ça n'a pas de prix en fait. C'est au-delà de l'argent. Maintenant, je pense Autrement dit, l'employeur n'est pas là tout le temps pour dire pourquoi vous avez fait ci, pourquoi vous avez fait ça. Toujours pour gronder. Bravo pour avoir fait ci, bravo pour avoir fait ça. Est-ce que ce n'est pas important? Oui, c'est important. C'est très important d'ailleurs. Quelquefois même, voilà ce que je vous donne parce que ça, vous l'avez bien fait, c'est votre récompense. Ça aussi, ça compte. Et vous savez, c'est là où je parle de capacité managériale. Tout le monde ne l'a pas. Tout le monde n'a pas la capacité managériale. Tout le monde ne l'a pas. Je pense qu'au niveau des entreprises, beaucoup d'efforts se font aujourd'hui pour pouvoir reconnaître le mérite des meilleurs employés. Les lettres de félicitations. Merci. Les lettres de félicitations qui se donnent à la fin de l'année. C'est souvent courant novembre, décembre. Vous allez voir que beaucoup d'entreprises en parlent. Maintenant, il a fait référence à la question de la solidarité en Afrique. Je pense que pour que la solidarité puisse effectivement renaître chez nous, c'est deux choses. La question de l'éducation à la base et la question de est-ce que je suis sincère vis-à-vis de ma propre conscience. Parce que si vous voulez que l'autre vienne vers vous, qu'il s'ouvre à vous, alors que vous n'êtes pas une personne crédible, ça va être très difficile pour lui. Donc je pense que nous sommes en train de vivre une période assez difficile. C'est la crise des valeurs chez nous en Afrique. Et ça fait que chacun se dit, bon, si ça doit se passer comme ça, je préfère vivre
dans mon coin. D'accord, rétracté. Donc, rétracté, voilà. Donc, ça aussi, c'est ce que notre société nous laisse malheureusement comme héritage. Ce qui se vit au niveau de nos différentes entreprises, ce n'est que la singularité de ce que la grande société nous offre. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus l'occidentalisation de nos mœurs aussi qui nous conduit à ça. C'est les Occidentaux qui sont plutôt individualistes. Et de plus en plus, on s'occidentalise, on a tendance à avoir notre petite famille, ne pas avoir affaire à quelqu'un. C'est une erreur, une erreur de penser. Non, mais le dernier mot que moi je vais ajouter. Moi je vais ajouter juste un dernier mot. Oui. Moi je vais dire à tous ceux qui peut-être se trouvent dans le cas de comment on appelle, de stress, de dépression, de ces choses-là, il faut appeler à l'aide aussi. C'est essentiel. C'est essentiel. Il faut appeler à l'aide. Il faut dévoiler ce qu'on a. Il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir dire « Ah, Maury, vraiment en ce moment, je vis quelque chose. Je suis vraiment dépassé par les événements. Ah, Hector, je ne suis pas très bien en ce moment. » Ça compte aussi. C'est comme ça que nos parents ont toujours vécu. C'est vrai, on va chercher l'idéal, mais tant qu'on n'a pas encore ça, essayons de régler les problèmes comme on peut. Donc moi, je pense, restons solidaires, écoutons-nous les uns les autres, observons-nous les uns les autres. Quand on est dans une entreprise, c'est vrai que c'est compliqué aussi quelquefois, chacun avec son humeur, mais ne serait-ce que la religion même nous le demande. On est tous croyants généralement au Bénin. Que ce soit adeptes des religions endodéennes, que ce soit même les religions importées, on est tous croyants, on croit forcément en quelque chose. Et je pense que Dieu nous recommande, on peut le faire aussi, être à l'écoute les uns des autres. Moi, je pense que c'est important. Je finis par vous dire que lorsque nous allons perdre notre solidarité, notre individualisme sera pire que celui des Blancs. Oui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un ami blanc qui a observé notre société. Je suis complètement d'accord avec ça. On va vers ça. Nous y sommes. Nous y sommes, ce n'est pas encore des années. Nous y sommes et cela se justifie par les attaques terroristes au point triple où le Bénin seul est abandonné à son sort, lâché par les autres pays, le Burkina Faso, le Niger. Et donc on se retrouve seul et puis nos populations, nos braves forces armées massacrées. La CEDEAO condamne cela. Est-ce qu'il s'agit de condamner ou plutôt il s'agit pour la CEDEAO d'essayer une médiation avec ces pays-là pour qu'ils comprennent que la vie n'a pas de prix et qu'il va falloir que nous convergeons nos forces au point triple pour lutter contre les djihadistes? Je vais donner la parole à Hector. Je voudrais commencer par rendre hommage à nos forces de défense nationale et saluer la mémoire de tous ces braves filles et fils qui sont tombés sur le champ d'honneur et rester dans l'espérance que ce triste sort qui a été réservé à notre pays, ne puissions plus jamais revivre de ce scénario. Je pense que la CEDEAO se retrouve dans sa démarche institutionnelle. Dès qu'il y a une situation sur le plan institutionnel, fait sortir un communiqué et manifester la solidarité institutionnelle. Mais au-delà, il y a beaucoup de choses qui doivent pouvoir se faire. Vous l'aviez signifié, et c'est très bien dit, notre individualisme sera plus menaçant que celui des autres communautés qui, par la culture, étaient individualistes. Étaient formatés aussi, je pense que ce qui se passe aujourd'hui doit nous permettre, surtout nous qui sommes béninois, de nous remettre davantage en cause et de pouvoir nous dire l'ennemi qui est en train de nous attaquer, est-ce que cet ennemi-là attaque le gouvernement? Est-ce que c'est une question qui concerne exclusivement le gouvernement? Est-ce que cet ennemi-là attaque exclusivement l'autorité du chef de l'État? La réponse, elle est non. Pour dire quoi? Il urge que les Béninois trouvent le canevas de se parler, de s'écouter. Parce que là, nous ne nous parlons pas, nous ne nous écoutons pas.
C'est les Béninois qui ont attaqué nos frères au Pointe-Noire. Je vous dis qu'il urge que les Béninois puissent se parler et s'écouter. La raison, elle est toute simple. Nous avons, de par le passé, plusieurs de nos frères béninois qui menaient des affaires avec des Nigériens et des Burkinabés et qui ont donc de très bonnes relations. Oui. Si sur le plan institutionnel, nous avons échoué, il y a quand même le jeu des couloirs dont on parle. Ça nous coûte quoi aujourd'hui de taire nos égos, de pouvoir nous parler, de pouvoir nous écouter et de pouvoir comprendre que notre armée est face à une menace collective. Le combat que mène l'armée, c'est au nom de la patrie tout entière. Et quand on parle de patrie, il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de mouvancier. C'est le moment pour nous, avec la gravité de ce que nous vivons aujourd'hui, de comprendre que opposants, mouvanciers, centristes, qui que nous soyons, nous devons quand même trouver le canevas propice et très vite nous parler, nous écouter, trouver la formule pour que le Niger, le Burkina Faso, leur armée aussi, puissent rentrer dans cette bataille-là et que ce soit une bataille commune. Nous ne pouvons pas, nous seuls, supporter la charge qui est réservée à pratiquement trois pays. Ce n'est pas possible. Si nous avons nos généraux qui réfléchissent à des stratégies, ceux du Niger, ceux du Burkina qui font la même chose, et qu'on met tout ça là ensemble, rassurez-vous, on aura un impact considérable. Mais si le Bénin, à travers ses généraux, définit une stratégie aujourd'hui, et que le lendemain, ceux du Niger prennent d'autres initiatives, et que ces stratégies-là ne convergent pas vers les mêmes objectifs, on passera à côté. Et ça profite à l'ennemi. L'ennemi c'est-à-dire l'ennemi est en train de profiter aujourd'hui de notre division pour gagner, je vais dire, cette bataille. Et donc, la seule solution aujourd'hui pour nous, en vue de régler ce problème et permettre à notre armée d'affronter effectivement ces djihadistes, c'est de pouvoir nous parler, c'est de pouvoir nous écouter. Il faut qu'on trouve ce canevas-là. Il faut forcément... Est-ce que c'est de parler entre Béninois ou de parler avec les Burkinabés ou les Nigériens? C'est de parler entre Béninois. Le résultat, ça va permettre, écoutez, va permettre d'atteindre les Burkinabés et les Nigériens? C'est simple, parce qu'aujourd'hui, ça va être peut-être difficile à accepter. Mais c'est au chef d'État de se parler, non? Je vais vous dire ceci. Ce n'est pas au chef d'État de décider. Ça va être difficile aujourd'hui d'accepter le discours que je partage avec vous ce matin. Ce n'est pas aux états-majors de se parler. Laissez-moi aller au bout. Vous êtes déjà au bout? Non, je ne suis pas au bout. Laissez-moi dire ce qu'il faut dire. Le bout, c'est quoi? Le bout, c'est que nous avons échoué sur le plan diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères a échoué par rapport à cette question-là. Est-ce que vous aviez vu le ministère des Affaires étrangères parvenir à régler la crise qu'il y a entre le Niger et le Burkina Faso et notre pays? Non. Ça va se régler quand? Au moment où nous sommes en train de perdre nos braves soldats. Ça va se régler quand? Vous aviez vu de par le passé des filles et filles de ce pays qui ont décidé d'accompagner le gouvernement. Ça nous coûte quoi de nous écouter? Ça nous coûte quoi de nous parler? Moi, je ne sais pas ce que ça nous coûte. Nous sommes en train de mettre l'armée en difficulté. Quand on parle du djihadisme, lisez un peu l'histoire du djihadisme pour comprendre. Ce n'est pas du jeu. Ils nous ont attaqués en janvier dernier. On pensait que c'était un lourd bilan. Mais regardez ce qu'on a aujourd'hui. Qui peut en parler? Qui peut oser dire que le Bénin se retrouve face à ce scénario-là? Je vous dis, ce n'est pas une confidence. Mais le jour où l'attaque a eu lieu, le chef d'état-major des armées, le général Foutu Baguidi, il était dans le septentrion. Avec des généraux. Est-ce que l'attaque avait déjà eu lieu avant qu'il ne se déplace? Est-ce que
ils se sont déplacés déjà pour renforcer le moral de la troupe, parce que c'est le jour où ils ont remis les médailles pour encourager ceux qui sont sur le terrain. Ça voudrait dire que l'armée n'a pas baissé les bras. Ça voudrait dire que l'armée est en train de reconnaître l'effort de ces soldats-là qui se battent pour préserver l'intégrité territoriale. Mais les politiques, quel est l'acte que les politiques jouent aujourd'hui pour accompagner l'armée qui se retrouve à faire face à ce problème? Si on dit que c'est un point triple, et c'est pratiquement ce qui s'était passé en janvier dernier. C'est pratiquement la même base qui se retrouve être attaquée. Qu'est-ce que vous voulez que nos forces de défense nationale puissent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces soldats-là qui sont sur le terrain, si on ne les accompagne pas? Donc pour moi, il faut qu'on puisse assez vite taire nos égos sur le plan politique. Que ce soit le président Boni Yayi, que ce soit le président Soglo, que ce soit le président Patrice Talon, qu'ils se retrouvent et qu'ils discutent. Pour faire face à l'ennemi commun, l'ennemi invisible que nous avons. L'ennemi invisible que nous avons. D'accord. Qu'ils se retrouvent, qu'ils se parlent entre frères pour aller rencontrer nos frères du Niger, du Burkina et leur dire, écoutez, après tout, nous sommes des frères. C'est vrai, nous vous avons offensé jusqu'à un moment donné. Mais ça va. Ça va. Ça suffit. Le communiqué de la CEDEAO, ça va nous apporter quoi? Nous sommes en train de perdre nos frères sur le terrain. Et vous parlez de communiqué de la CEDEAO ou de communiqué de je ne sais quelle institution. Condamnation. On parle de condamnation par la CEDEAO. Non, franchement... on vous a compris. En tout cas, votre message est clair. Et je sais qu'on nous a suivis. Oui, Oumar, réaction. Oui, par rapport d'abord à la condamnation de la CEDEAO, bon, c'est déjà louable qu'on ait des gens qui sont toujours là pour nous soutenir, pour nous remonter le moral. Dans d'autres situations, peut-être on n'aurait eu personne et que ça serait... Déjà que le reste de la CEDEAO nous encourage, c'est déjà une bonne chose. Parce que les pays de l'AES... C'est pas une question d'encouragement. La CEDEAO, on a fini avec ce genre d'institution qui, en fait... se permet... Non, il faudrait que nous puissions quand même, à un moment donné, dire la vérité à ces chefs d'État. La CEDEAO, aujourd'hui, quel est l'équipement que la CEDEAO met à disposition de nos forces armées pour combattre le terrorisme? Il faut qu'on puisse se dire la vérité. Qu'est-ce que la CEDEAO fait de façon concrète? On est en train de perdre des soldats et vous parlez de communiquer. On va les laisser aller au bout de ça m'étonne un peu puisque c'est vous qui avez dit qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on s'entende. Oumar, on est face à la vie. On est face à la vie. Le communiqué de la CEDEAO. Je ne sais pas, c'est moi finalement. Allez-y. Non, ne dites pas ça. Moi je disais que c'est déjà bon que la CEDEAO condamne et que le reste des autres États, parce qu'à travers la CEDEAO, c'est les autres États, que ce soit, je ne sais pas moi, tous ceux qui ne sont pas dans l'AES en tout cas, qui condamnent aussi, quand la CEDEAO condamne ainsi. Je ne dis pas, attendez, je viens. Il faut que je réponde à Hector parce qu'il pense que je suis devenu défenseur de la CEDEAO. Je ne défends rien. Qui nous a mis dans cette situation si ce n'est pas la CEDEAO? Je ne dis pas que... N'est-ce pas la CEDEAO qui, à travers... c'est la CEDEAO qui finance les terroristes. Non, mais ce n'est pas la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO qui nous a... Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Vous avez eu le temps de parler. Laissez-moi parler. Je dis... Vous êtes un peu remonté. Très remonté. Oui, mais je vous en prie. Voilà. Contre qui? Contre la CEDEAO. Ramenons la balle à terre. Autant nous laisser que de sortir ce communiqué-là. Ne vous en faites pas. À la fin de cette émission, je vais vous amener à Abuja. Et l'autre chose que je veux dire, vous avez parlé tout le temps aussi de diplomatie. La diplomatie, ça passe par là aujourd'hui. Ou bien vous avez déjà fait comment on appelle, le bilan dans votre tête. Plus jamais les États de l'AES reviendront dans notre, dans notre communauté et être encore ensemble. Parce que l'objectif, c'est qu'on soit à nouveau ensemble aussi. Voilà. Ils sont en train d'avancer. Ils ne nous calculent plus. Ils sont sortis de la CEDEAO. Non, mais ils ont des problèmes là-bas. Dans la semaine aussi, au Burkina, il y a des localités que les djihadistes ont encore pris dans la main de l'armée burkinabé, ou même l'armée burkinabé ne s'est même pas arrêtée. Ils ont fui carrément. Ils ont laissé l'endroit aux terroristes également. Ça circule également sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez.
Ce problème du djihadisme, c'est pas le Bénin n'est pas le premier. Moi, ce à quoi je vais appeler d'abord, c'est à l'union. J'entends beaucoup de propos par rapport à cette situation et ça m'exaspère quelquefois parce qu'il y a beaucoup d'ignorants qui parlent de cette histoire-là, sans savoir que d'abord, le Bénin n'est pas le premier État à être confronté comment on appelle, à ce fléau-là qu'est le djihadisme aujourd'hui. Il y a eu d'autres États, même les plus industrialisés. On se souvient des États-Unis, les tours jumelles, c'est des centaines de personnes qui sont décédées le même jour. Ça a été terrible sur la planète. Voilà. Et aujourd'hui, nous nous sommes confrontés à ça. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? La première des choses d'abord, c'est de saluer d'abord le courage de nos forces armées. Saluer le courage de ces garçons-là qui vont donner leur vie pour que nous continuions toujours à vivre en paix à Parakou. Non, ne dites pas d'accord, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. À Parakou, à Cotonou, un peu partout. Donc, il faut d'abord les saluer. Ça, c'est un premier fait. Saluer leur courage, leur remonter le moral. Parce que les propos, quelquefois, que j'entends, les gens ne font pas attention. L'ennemi que l'armée, aujourd'hui, affronte, ce n'est pas un ennemi conventionnel. Ce n'est pas quelqu'un qui a une ligne de front, qui est là et qu'on attaque. C'est pas quelque chose. Ils viennent par surprise et ils ont l'effet de surprise pour eux aujourd'hui. Ils viennent de partout. Ils sont habillés comme vous et moi, dans des habits de civils. Pendant que vous patrouillez, il peut même passer à côté de vous. Bonjour, bonjour, et vous ne vous rendez pas compte, alors qu'ils sont peut-être en train de se réunir et tout de suite, brusquement, ils vous attaquent. Il faut qu'on comprenne cet aspect-là des choses aussi. Il y a beaucoup d'ignorants qui parlent de ce problème-là et démontrent carrément le moral de nos troupes. C'est dangereux, c'est très dangereux. Il faut parler de sorte à ce que ces jeunes gens-là qui sont au front, qui se battent pour nous, pour notre liberté. Parce que l'ennemi, quelle est sa revendication aujourd'hui? La principale revendication qu'ils mettent en avant, ils disent que c'est une seule religion qui compte. Et c'est eux. Et cette religion-là encore, même comment on appelle les gens, les religieux, les gens qui sont bien formés dans cette religion, ne les suivent pas. Mais ils disent que c'est ça qu'eux, ils défendent. Ils vont nous perdre nos libertés dès qu'ils auront donc le pouvoir, ce qu'ils n'auront jamais par la grâce de Dieu. Dès qu'ils ont le pouvoir, ils vont tout de suite nous faire perdre nos libertés, plus de liberté individuelle. On vient sur ce plateau pour parler, on ne l'aura plus. C'est à ça qu'il faut penser. Il faut être unis aujourd'hui au Bénin. Moi, je pense que c'est l'union. C'est l'union. On va s'indigner finalement contre qui aujourd'hui? On s'indigne contre les djihadistes? On s'indigne contre qui? Contre qui? Et la récupération politique, il faut faire très attention aussi. Il faut mener une lutte. On a vu comment est-ce que le Nigeria, à un moment, a lutté contre comment on appelle. Et on voit plus ou moins le résultat aujourd'hui. Ils ont morflé les Nigérians, notamment ceux du nord du Nigeria. Ils ont morflé, ils ont souffert. On a pris leurs filles. On voulait même... C'est-à-dire que l'objectif aujourd'hui du djihadisme, c'est quoi? C'est obliger, si vous voyez un peu, obliger, comment on appelle, l'État à abandonner ces zones-là, comme le Burkina a abandonné cette zone-là dans sa région, comme le Niger a abandonné la zone également, toute la zone a abandonné là-bas. Et ils ont abandonné cette partie carrément de leur territoire. Les djihadistes prolifèrent dans cette zone-là. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand ils viennent brusquement nous attaquer, ils vont se réfugier dans ces endroits-là. Comment est-ce que vous voulez, on n'a pas de bonne relation avec eux aujourd'hui. Donc c'est là où je rejoins plus ou moins Hector. Il faut pouvoir trouver... Il faut pouvoir. C'est là où vous rejoignez monsieur. Non, pas dans tous les vocables qu'il a utilisés. Moi, je ne suis pas forcément dans l'indignation. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je veux dire, il faut plus ou moins s'entendre. C'est essentiel avec ces pays de l'AES aujourd'hui. C'est essentiel si on veut mener cette lutte-là commune. Vous voyez un peu. Et on avait entamé ça avant qu'il y ait les coups d'État au Niger. Il y avait déjà entamé, vous vous souvenez de comment on appelle, de l'initiative d'Accra, que comment on appelle, le président Patrice Talon avait pris le lead. Il y avait déjà le soubassement. Si on peut revenir à ces, comment on appelle là, à ces préalables-là, essayer de se mettre ensemble. Et il y avait tout un tas de pays qui étaient prêts à marcher avec le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire. Tous ces pays-là étaient prêts à envoyer des hommes, à mettre les choses en place pour qu'on puisse mener une lutte commune contre ces personnes-là. Oui. Ce n'est pas une lutte facile. Les États les plus industrialisés, ceux qui ont les plus grands moyens sont venus, ils n'ont pas réussi à les éradiquer. Mais
on peut prendre un exemple au moins, ne serait-ce que sur le Nigeria. Et ça, moi, je le dis, il y a eu Boko Haram qui a sévi pendant longtemps. L'objectif des djihadistes, c'était de s'aimer la psychose dans la tête des populations, faire peur aux fonctionnaires pour qu'ils abandonnent la zone et finalement, eux, ils vont prendre le terrain pour eux. Au Nigeria, aujourd'hui, ils les ont, comment on appelle, ils les ont repoussés jusqu'à dans la forêt de Sambisa, je crois, et jusqu'aujourd'hui, on continue de les mater et finalement, ça s'est plus ou moins réduit au Nigeria. Au Tchad, on fait très attention là-bas aussi, on les mate, on ne les laisse pas. Donc, il faut qu'on puisse s'unir, encourager les troupes, encourager peut-être les autorités aussi à donner le plus de moyens possible aux soldats qui sont sur le terrain afin qu'ils puissent donc faire ce travail-là de manière convenable. Éviter aussi de tenir des propos qui vont aller dans le sens de la politisation donc, de cette situation-là aussi. Moi, je pense que c'est très important. Si une fois qu'on n'est plus unis, on risque de se retrouver dans des situations qui ne sont pas très intéressantes. On sait comment les autres pays ont fini. Ça. On sait comment ils ont fini. Et finalement, ils se sont retractés sur eux, abandonnant finalement ces zones-là aujourd'hui. C'est la partie du territoire qu'ils peuvent diriger, qu'ils dirigent aujourd'hui. Les djihadistes font la loi dans le reste de leur pays. Voilà. Donc, il faut faire, moi, je pense qu'il faut faire attention. Et il y a quelque chose qui m'a un peu écœuré quand l'information est tombée tout de suite. Tout le monde a commencé, je ne sais pas moi, à dénigrer l'armée, à parler de choses, sans savoir c'est quel type d'ennemi qui est en face. Vous voyez un peu? On a dit non, on ne veut pas dire la vérité, alors que l'armée était encore en train de faire le ratissage sur le terrain pour savoir à peu près combien de nos hommes sont tombés, pour savoir quelle a été véritablement la situation. Dès que l'information, comment on appelle, les malfrats qui attaquent notre armée, ont fait sortir leur vidéo. Tout de suite, les Béninois qui croient plus aux malfrats, plus que comment on appelle, à la communication de notre armée, tout de suite sont montés au créneau et tout le monde a commencé à déblatérer tout ce qu'il voulait, à dire tout ce qu'il voulait. Et donc, on parlait à tort et à travers, sans savoir qu'une armée ne communique pas comme ça. Une armée qui doit communiquer, mais chaque mot que vous prononcez, c'est votre stratégie que vous mettez en péril. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà, il faut savoir raison garder, ne pas politiser la situation et aussi savoir ce qu'on dit. C'est important. L'ennemi est parmi nous, il est parmi nous, il vit avec nous, il mange avec nous. Et c'est quand il a envie de s'aimer la terreur qu'ils vont se réunir brusquement et d'un coup, ils attaquent. Ce n'est pas un ennemi qui a une ligne de front qu'on voit en habit de militaire ou tout ça, non. C'est un individu qui est en civil. Donc, il faut que les gens fassent très attention. Et l'idéal qu'ils sont en train de viser n'arrange personne. Que tu sois du pouvoir, que tu sois opposant, que tu sois, je ne sais pas moi, simple citoyen, que tu sois quelqu'un qui s'indigne, ça ne t'arrange pas. Leur idéal qu'ils défendent n'arrange personne. Le jour où ils auront la main ici, mais on a perdu toutes nos libertés. Ils n'auront pas, parce que nous, on ne les lâchera pas. Amen. Ah, voilà. Aucune portion de notre territoire ne doit leur être lâchée. Et si nous sommes dans cela, alors union sacrée autour de l'armée. Si vous portez main forte à l'armée pour qu'il n'ait pas la main, je suis prêt. Oui, tout le monde est prêt. Voilà. Ça, c'est tout. Voilà. On va changer de sujet, monsieur. Oui, je pense qu'il y a un petit aspect sur lequel il faut qu'on revienne, c'est l'éducation des populations. Oui. L'éducation des populations par rapport à l'information sensible. Parce qu'on se rend compte malheureusement que des compatriotes, je ne sais pas quel plaisir ils éprouvent à divulguer sur les plateformes numériques, par exemple, ou à relayer. C'est le résultat que les djihadistes ont voulu. Ouais. Ça dit que eux, c'est ce qu'ils voulaient. Oui. Donc leur stratégie a marché. Oui, c'est pourquoi nous devons... Et eux, ils les accompagnent. Et ce n'était pas des images à partager. Voilà, les premiers qui les avaient reçus devaient s'abstenir de garder à leur niveau. Oui. Vous voyez, ça ne devait pas être... L'objectif du djihadiste, c'est ça, créer la psychose dans les têtes, faire fuir le fonctionnaire de la zone, faire fuir les militaires de la zone. Et si les gens fuient, on a perdu donc cette partie-là du territoire. On ne va pas fuir le pays. Et là où moi je rejoins Hector, tout à l'heure, il a dit quelque chose de très important. Cette lutte-là ne doit pas être que militaire aussi. Ces gens-là, on les entend parler, ils parlent quelle langue? C'est important. Donc la communauté aussi doit être mise à contribution. Mettre les populations qui sont amoureux de leur pays, amoureux de ce qu'ils sont, les mettre à contribution également pour qu'on puisse savoir que, attention,
ils n'auront pas la chance de recruter encore dans les rangs de ces populations-là. Ça, c'est la première des choses. Et aussi permettre aux populations de pouvoir dénoncer quand c'est nécessaire pour qu'on puisse tout de suite les démanteler. C'est important. Merci à vous. On va finir par une information importante. Oui. Puis le 9 minutes, si j'ai voulu quand même traîner un peu, c'est parce que mon invité n'est pas là, n'est pas encore là. Avec le temps qui avance, je vais pouvoir le recevoir hors direct, hors plateau. C'est pourquoi je me permets qu'on prolonge ce débat. Demain, il y aura un grand événement. Quelque chose va se passer demain. Donc, je m'en voudrais si on n'en parle pas sur ce plateau. Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Non, je n'en sais rien. Il faut informer. Heureusement, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Personne ne sait tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer demain, 26 avril 2025? Une date qui sera gravée, je ne veux pas dire mémoire, mais dans une pierre qu'on ne peut pas effacer. C'est quoi? Oui, je pense quand même que le Bénin, c'est un État qui continuera par surprendre. Et cette date-là, c'est la date du 26 avril. C'est une date qui restera dans les annales de l'histoire parce que à cette date précisément, il y aura ce qu'on appelle l'inauguration du siège du parti. Du siège national du parti, la Renaissance nationale. Renaissance nationale. Vous avez entendu l'information? La particularité ici, ce n'est pas un siège de parti qui est loué. Ce n'est pas un bâtiment qui est loué, mais c'est un bâtiment qui est construit. Voyez-vous, c'est un bâtiment qui est construit. C'est-à-dire qu'un bâtiment construit, carrément. Voilà. Donc, avec les bureaux, les salles de réunion, tout ce qu'il faut, les dépendances qu'il faut. Exactement. Tout a été conçu pour recevoir désormais les différents membres du Parti Renaissance nationale. Vous savez que notre société travaille davantage à ce qu'on appelle le système partisan. Et avec le système partisan, c'est de grands ensembles. C'est de grands ensembles. Le Parti Renaissance nationale, où on a pu voir le logo affiché tout à l'heure, c'est ce parti-là qui est aujourd'hui présidé par Madame Claudine Afiavi-Proyencio. C'est la seule femme d'ailleurs présidente du parti au Bénin. Même quand vous prenez l'Afrique de l'Ouest, il y a très peu de partis politiques qui ont à leur tête une femme. Et donc, dans un environnement comme le nôtre, le nôtre, où vous aviez l'Union progressiste, le Renouveau, vous aviez Renaissance nationale, vous avez Bloc républicain, vous avez Mouel Bénin, vous avez FCBE, vous avez les démocrates. Quand vous parcourez l'environnement, en termes de siège social, vous vous rendez compte que la plupart des sièges sont des sièges loués. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas acquis un domaine pour dire... On a bâti... Où on a bâti pour dire, ça c'est le siège du parti, de tel parti, et où on dise, tout est parti d'une fondation jusqu'à tel niveau. Aujourd'hui, le parti... Vous avez vu déjà le bâtiment? Ben, je ne me permets pas de dire que j'ai vu le bâtiment. Moi, j'ai vu le bâtiment en chantier, mais je ne sais pas plus combien ça fait, je ne peux pas le dire. Non, je ne me permettrai non plus aussi de donner cette information. Vous pouvez le donner, si j'en parle, c'est pour que vous puissiez en donner. Est-ce que c'est un Ré plus N ou bien... Non, vous savez, non, c'est un Ré plus N. Ça, rassurez-vous. C'est un siège moderne et fonctionnel, je retiens. Et puis, ce siège servira de centre névralgique pour les activités du parti, facilitant la communication, la collaboration et également la mobilisation de ses membres à travers le pays. Et on dit qu'il représente un investissement stratégique dans l'avenir de Renaissance nationale et dans sa capacité de servir le peuple. Évidemment. Le parti politique est là pour travailler à conquérir le pouvoir d'État.
Et quand on conquiert le pouvoir d'État, c'est pour servir la communauté. Et donc aujourd'hui, ce que Renaissance nationale est en train de faire, c'est un défi qui est lancé aux grands autres partis politiques. Vous savez, Renaissance nationale aujourd'hui ne bénéficie pas de financement de partis politiques au Bénin. Sûr, ouais. On a les grands ensembles comme l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates qui en bénéficient. Mais à la date d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont construit un siège? Oui, c'est ça aussi le parti. Non, bon, je ne oui, je ne voudrais pas faire ce débat avec vous. Vous ne faites pas le débat avec moi, mais moi, je le fais puisque je me dis, un parti, en fait, c'est... Que la modestie ne vous étouffe. Non, mais il vante les mérites de Renaissance nationale. Franchement, vous me séduisez. Non, que voulez-vous que je fasse? Non, moi, je pense que c'est... Ouma, je vais... C'est une conception. Si vous me permettez, avant de vous donner la parole, l'honorable Claudine Afia-Iprinencio, la présidente du Parti Renaissance nationale, a affirmé que ce nouveau siège est bien plus qu'un simple bâtiment, c'est un lieu de rassemblement, d'échange et de travail pour tous ceux qui croient en un Bénin meilleur. À ce titre, nous invitons tous les Béninois à se joindre à nous pour célébrer une étape importante de notre parcours. Voilà, et c'est moi ce qui me séduit le plus, c'est le fait que c'est une femme qui fait cela. On a vu les hommes en politique de notre pays. On a vu comment est-ce qu'ils font. Il a parlé tout à l'heure de sièges de partis loués de part et d'autre et tout. Cette dame-là aurait pu faire comme tous ces hommes-là. Bien sûr. Oui. Aurait pu multiplier, je sais pas moi, ses conquêtes sur le plan sentimental, avoir tout ce qu'elle voulait, comme les hommes le font aussi. Mais elle n'a pas fait comme ça. Elle aurait pu prendre peut-être l'argent du parti, je ne sais pas moi, ou bien peut-être c'est son propre argent, je ne sais pas comment est-ce que le financement a été fait. Prendre cet argent-là pour aller se construire une belle maison, comme beaucoup le font également, et avoir une très grosse maison où quand on passe, on va dire « Ah, ça c'est la maison de l'autre qui est sur la pente là-bas, c'est vraiment joli, c'est ainsi de suite. » Hein? La maison de qui? De l'autre, j'ai dit. Je n'ai pas dit. Et l'autre, là, c'est qui? Puisque vous avez parlé de pente. Et vous avez fait la bête. Vous voulez me prêter les intentions. Je n'aime pas. Faites attention. Donc, la dame aurait pu faire comme ça. Et avoir une très grande maison, mais remarquable, pour qu'on dise, oui, ça c'est là. Vous avez parlé de la pente. Là-bas, d'accord. Bon, d'accord. Donc, sur la plaine de l'autre côté, là-bas aussi. Donc il y a des plaines aussi. Donc, quand il dit pente, ça vous fait penser certainement à quelque chose. Non, moi, rien. Bon, en tout cas. Oui, moi, je pense, par exemple... non, pardon, ne dites pas... S'il vous plaît. Parlons de Renaissance. Moi, je sais qu'il y a eu des partis aujourd'hui, par exemple, qui ont fait... S'il vous plaît, laissez les partis. On va le laisser faire ce développement. Moi, vraiment, le fait que ce soit une femme qui le fait, moi, je pense que c'est un signal aussi qui doit être nous envoyé. C'est un message aussi que nous devons recevoir. Est-ce que le temps n'est pas venu aussi d'accorder beaucoup plus, comme on appelle, la chance aux femmes aussi de diriger? C'est important. C'est une femme qui fait cela. C'est inédit au Bénin. La construction d'un siège pour un parti politique parce qu'elle pense à un idéal, un Bénin meilleur. Et quand on sait que quand les gens vont en politique chez nous, il n'y a aucun idéal, ils y vont parce qu'ils ont leurs propres intérêts individuels, égoïstes à servir. C'est ça. Et vous allez voir, c'est ça qui fait qu'on a ce qu'on l'autre appelé, comment on appelle, politique ventilateur. C'est là où le vent va qu'on va. Quand la fin d'un régime approche, on regarde, on crie tous les jours. Non, c'est lui, même s'il nous dit de faire, si on fait. Et dès qu'on est à 2-3 semaines des élections, tout le monde va encore de l'autre côté pour dire non, c'est celui-ci qu'on soutient. Oui, il n'y a pas d'idéaux. Ils n'ont pas d'idéaux. Avant votre question... et c'est là où moi je salue. Idéologie, oui, ils n'ont pas d'idéologie. Nous en parlons tout le temps ici. Oui. Je remarque que la Renaissance nationale a une idéologie. L'idéologie du parti Renaissance nationale, c'est social, libéral. Libéralisme, nationalisme. Voilà. Renaissance nationale est d'idéologie sociale libérale avec un ancrage nationaliste. Cette idéologie vise à combiner la liberté économique avec le progrès social en valorisant la nation béninoise et ses ressources. Une approche, il faut le dire, particulièrement pertinente dans le contexte du Bénin. Voilà, et c'est ce qui est important. Quand on a un idéal qu'on poursuit, c'est-à-dire on le sent également dans notre manière d'être, dans notre conviction. Et c'est cette conviction-là qui se traduit par la construction de ce siège-là. Si la dame n'avait pas cet idéal-là en elle, si elle
elle ne voulait que venir profiter. Voilà, la présidente. Voilà, la présidente, elle n'avait pas cet idéal-là. Elle allait venir seulement profiter donc des bienfaits de la politique comme tous les autres, le partage du gâteau. C'est pourquoi, par exemple, on crie, à votre avis, pourquoi on crie, par exemple, c'est vrai que le cumul des postes, c'est pas quelque chose de très intéressant. Il y a d'autres personnes qui peuvent travailler. Mais pourquoi vous pensez que la plupart du temps, les gens crient? C'est parce qu'ils savent que, il y a quelque chose qui est en train de leur échapper. Ils sont en politique pour avoir donc cette part-là du gâteau. Elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour un idéal. Et je pense que c'est ça aussi qui justifie la construction de ce siège-là. Elle construit le siège, pas pour elle, mais pour tous ceux qui portent comme elle cet idéal-là. Et ça, c'est une très bonne chose. Je vais poser une question. Marcel, mon invité est là. Quelqu'un peut voir. D'accord. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le PRD de Maître Adrien Umbwedi aurait pu se retrouver dans l'UPR s'il y avait un siège construit par le PRD Voilà, un premier aspect. Il y a une vingtaine d'années, il y a une trentaine d'années. Voilà. Parce que vous n'allez pas quand même construire le siège d'un parti qui a travaillé sur l'échiquier national pendant une trentaine d'années et oublier finalement tous vos attributs et vous remettre dans un autre parti. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la question de la transhumance politique, parfois aussi, ne se résout pas parce qu'on ne fait pas une certaine obligation morale aux partis politiques. Si nous louons un siège aujourd'hui, parce que nous sommes parti Lyon, demain nous pouvons abandonner ce siège-là et nous retrouver avec un autre allié. Parti Panthère, avec un Léopard. Autre... Exactement. Mais quand on sait que ce siège-là, nous l'avons construit avec le fruit de notre sueur, quand nous savons que ce siège-là, on l'a construit pour répondre à un idéal, cet idéal-là, ça peut être réalisé 50 ans plus tard, ça peut être réalisé un siècle plus tard. Bien sûr. Mais la conviction a été nourrie, la vision a été portée, peut-être par un citoyen. Et on laisse quelque chose finalement de palpable aussi. Je crois que c'est ce que Mme Claudine Afiavi, la ministre conseillère à la Santé, est en train de démontrer dans notre paysage politique. Je crois que la construction de ce siège-là pour Renaissance nationale permettra de nourrir davantage l'actualité autour de la vie de nos partis politiques les semaines à venir. Et c'est ce que moi j'appelle joindre, comment on appelle l'utile à l'agréable. Non, l'acte à la parole. La parole ici, c'est l'idéal qu'on profère. Ils ont dit leur idéal. Mais l'idéal là, on l'ancre à quoi? On l'attache à quoi? Et c'est là où je vais jouer encore sur la sémantique. On parle d'immobilier. C'est un immobilier qui est en train d'être mis en place. C'est quelque chose de complètement immobile. Donc, qui est bien ancré, qui est là. Donc, cet idéal-là va avec ça. Si une fois que c'est bien mobile et immobile et que c'est là et que tout le monde le voit, on sait que ceux-là, ils sont indéboulonnables. Leur idée, c'est ça. Solidarité, ou bien qu'est-ce que vous avez dit là, la solidarité avec un ancrage national, c'est ça aussi. Voilà. Donc, tous ceux qui partagent cet idéal-là avec elle savent que on a désormais un repère. Notre repère est là. Si on veut s'informer sur le parti, c'est là-bas. Si on veut savoir comment est-ce que le parti marche, c'est là-bas. Ainsi de suite. Donc, moi, je pense que tous les autres partis aussi devaient réagir de la même manière, devaient faire les choses de cette manière-là également. Tous ceux qui bénéficient en ce moment du partage du gâteau, qui sont aux affaires peut-être, il faudrait qu'ils pensent à ces choses-là aussi. Il y a du partage du gâteau. Mais écoutez, c'est comme ça chez nous. Vraiment, on ne va pas en politique. On ne va pas en politique. C'est quoi votre invité? Mon invité est là. Il ne me reste que 9 minutes. Vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas le recevoir en 9 minutes. Vous êtes d'accord avec moi? Faites un plateau spécial avec lui. Alors, ce que je vais faire, l'horoscope. On va clôturer l'émission. Et puis, je vais faire un plateau spécial de peut-être 26 minutes ou 15 minutes avec lui. Un entretien spécial. C'est ce que je vais faire et je vais partager après avec les téléspectateurs pour qu'ils voient un peu la position. Lui, son analyse par rapport à la situation en Côte d'Ivoire. Ce fut un plaisir. Donc, demain, toute la journée, ça va faire quoi? Ça va inaugurer? Ça va manger? Ça va danser? Ben voilà, puisque vous parlez de inaugurer, manger, danser. Est-ce que nous sommes invités? Est-ce que ça va réfléchir? C'est ça aussi. Est-ce que ça va réfléchir? Oui, c'est ça aussi la particularité de ce parti que je découvre avec une certaine fierté. C'est un parti dans lequel on ne mange pas. C'est un parti dans lequel vous apportez votre contribution en tant que militant. C'est-à-dire que l'ouverture est faite et c'est votre contribution du militant qui donne vie en fait
au parti. Je vous ai provoqué, je voulais que vous puissiez dire cela avant qu'on ne clôture. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé. Imaginez, Oumar, que ce sont les militants qui ont cotisé pour pouvoir faire pour maintenant l'inauguration. La cérémonie d'inauguration. Voilà. C'est beaucoup de millions qu'ils ont cotisé, je ne le dirai pas ici. C'est extraordinaire. En fait, c'est extraordinaire cette école qui se vit au niveau de ce parti Renaissance nationale. Et je crois du plus profond de mon cœur, je crois que Renaissance nationale va bousculer les habitudes au niveau du paysage politique. Moi, je me permets de dire que Renaissance nationale, c'est le parti qui vient de donner du crédit à la réforme du système partisan chez nous au Bénin. Avec cette volonté nourrie par le chef de l'État, arriver en un laps de temps à construire un siège pour le parti politique et souhaiter que désormais, les militants puissent se dire « voilà notre identité ». Voilà notre identité. Parce que voilà notre maison. Oui, le simple fait de dire, vous savez à quel point le citoyen béninois est attaché à la terre, à sa maison. Quand on parle de la terre, c'est sa maison. Quand vous posez la question à quelqu'un de la cinquantaine d'âge qui n'a pas encore construit sa maison ou qui n'a pas encore acquis un domaine ou une parcelle, il a de difficultés à pouvoir se prononcer. C'est comme s'il n'a rien réalisé. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, les partis politiques doivent pouvoir dire « nous voulons offrir un développement pour notre pays. Mais nous-mêmes là, notre maison, là où nous devons rester pour réfléchir, pour penser au développement, est-ce que nous l'avons déjà construit ?» Donc moi, je lance donc le défi à ces partis politiques, en l'occurrence à l'Union progressiste et au Bloc. Non, laissez-moi le faire. Laissez-moi le faire parce que c'est de cette manière-là que nous allons assainir notre... pardon avec moi. Vous savez que c'est de cette manière-là qu'on va assainir le... On n'est pas dans le secret de ces partis. Peut-être que ces partis aussi, dans quelques jours... C'est ici que nous annonçons cela. Et c'est ici, par exemple, que beaucoup apprennent que demain, ce parti va inaugurer son siège. Je vous dis, vous savez à quel point l'Union progressiste, le Renouveau, qui est un parti qui vante le mérite de fait qu'il est le plus grand parti politique au Bénin aujourd'hui, ne manque pas de communiquer. Mais c'est avec plaisir. Alors n'ont pas de siège construit par eux-mêmes. Moi, je souhaite que ce parti-là puisse monter aussi au créneau, nous dire, vous aurez la chance. Je n'appelle pas ça un défi. Moi, je n'appelle pas ça un défi. Moi, en tant que citoyen, je parle en tant que citoyen. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. En tant que citoyen, je veux découvrir aussi ces sièges construits par l'Union progressiste, le Renouveau, et par le Bloc républicain. Parce que vous avez vu, l'État est en train de faire quelque chose. L'État nous a... Non, je vais finir. L'État est en train de nous donner l'exemple. L'État est en train de nous donner l'exemple. L'État aujourd'hui, vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme cité ministérielle qui est en train d'être construite. La Renaissance nationale. La cité ministérielle. Pourquoi l'État est en train de faire ça? C'est pour mettre fin aux locations des bâtiments. Merci. Alors que les partis politiques aussi puissent faire le même exercice. Renaissance nationale, c'est le premier parti qui le fait aujourd'hui, à l'ère du système partisan. À l'ère de la réforme. C'est ça. Pour moi, c'est fort de sens. Moi, je dis juste un mot. Merci. Moi, je n'appelle pas ça un défi. Pour moi, ce n'est pas un défi. Je dis, moi, je suis citoyen. Non, Hector. Moi, je suis citoyen. Aujourd'hui, on a l'occasion. Pourquoi c'est difficile? Pourquoi c'est difficile pour vous que je parle? Pourquoi c'est difficile pour vous que je parle de défi pour ces partis? Ils veulent tous avoir le pouvoir d'État, non? En 2026, on a l'occasion d'encenser Renaissance nationale aujourd'hui. Mais moi, je n'encense pas. Moi, je veux que les autres aussi nous donnent l'occasion de les encenser aussi. Non, moi, je n'encense pas. Construisez des sièges aussi moi, pour qu'on en parle. Je n'encense pas Renaissance nationale. Je ne fais que dire ce que j'ai constaté au niveau de Renaissance nationale. Merci.